à vous de nous retrouver cette semaine. Elle est au cœur des préoccupations du ministre de l'Intérieur. La situation en Corse. Manuel Valls s'est d'ailleurs rendu sur place très récemment et pour la troisième fois depuis son arrivée place Beauvau. Le but, répondre à la vague d'homicides qui frappe l'île depuis le début de l'année. Au sommaire donc. La justice a-t-elle les moyens de résoudre le casse-tête corse? La fermeté du gouvernement est-elle la solution? Y a-t-il une spécificité locale, comme le dit Manuel Valls? Pour en débattre, l'avocat Lucien Felli et le magistrat Dominique Coujard. Au cœur du code, le statut de repenti, inspiré de la pratique italienne, permet-il de briser la loi du silence? Les réponses de Ségolène Chaplin. Et puis, vous vous êtes sans doute posé au moins une fois cette question: combien coûte un avocat? Désormais, dans les procédures de divorce, la réponse devrait être assez claire, fixée dès le départ par une convention d'honoraires devenue obligatoire. Explication de notre spécialiste du droit de la famille, Paula Boudaram. Cette violence, avec ces assassinats, avec ces cultures de la violence qui gangrènent la Corse et dont les Corses sont les premières victimes, je sais que cette violence est profondément enracinée depuis des décennies dans la culture corse. En liant intrinsèquement la Corse et la violence, Manuel Valls a fait gronder l'île de Beauté et attiser la colère des Corses. Pourtant, le ministre de l'Intérieur veut se poser en champion de la lutte contre une criminalité exponentielle sur l'île, même si l'État semble toujours peiner à trouver des solutions. Pour en parler avec nous cette semaine, Lucien Felli, vous êtes avocat corse et donc observateur privilégié de cette situation. Et à vos côtés, Dominique Coujard, vous êtes magistrat, fin connaisseur de ces dossiers sensibles. D'abord, de votre point de vue, Lucien Felli, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui est-il dans la caricature ou est-ce qu'au contraire il ose une forme de franc-parler? Je pense qu'il y a eu une phrase qui nous rappelait malheureusement une phrase d'un substitut autour des années 76 qui était le substitut Pagès, qui avait dit que nous avions un chromosome supplémentaire qui serait un chromosome de type criminogène, je dirais. Ce sont des connotations un peu délicates. Je crois que la fermeté a une vertu pour le ministre de l'Intérieur, c'est par rapport à l'Hexagone. Ça fait monter sa popularité, ça montre quelqu'un qui effectivement, d'abord il est obligé de montrer de la fermeté. Moi je suis juge, donc c'est davantage la loi qui m'intéresse. Est-ce que la loi est respectée en Corse? Ça peut m'interpeller. Est-ce qu'elle l'est suffisamment? Peut-être pas. Mais pour la faire respecter, il n'y a pas forcément que les mouvements de menton ou la fermeté. Il faut rechercher les meilleurs moyens de faire respecter la loi. Est-ce qu'on est dans le fantasme lorsqu'on parle d'une spécificité corse? C'est toujours dangereux, en tout cas sur le plan judiciaire, de généraliser. Maintenant, il y a certainement une sociologie corse, certainement. C'est une île qui se distingue de ses voisines par sa faible population. C'est une économie essentiellement rurale, une économie de montagne. Tout ça, c'est des réalités spécifiques. Maintenant, aller dire qu'il y aurait une spécificité judiciaire corse, j'en suis pas sûr du tout. On va tout de même rappeler quelques chiffres. 84 homicides depuis 2003, 11 pour l'instant depuis le début de cette année, soit 40% de plus qu'à la même période l'année dernière. 15 personnalités qui vivent aujourd'hui sur l'île sous protection policière. On est tout de même bien au-delà des chiffres sur le reste du territoire français. Je crois que depuis le début de l'année à Marseille, ils ne sont pas mauvais non plus. Est-ce pour autant qu'il y a une criminalité marseillaise? Je ne sais pas si on peut la distinguer. Il y a en Corse, comme partout, des gens honnêtes, des gens travailleurs, des voyous, des bandits. Et puis il y a peut-être deux sociétés, une société traditionnelle et puis cette société touristique qui génère beaucoup d'argent, des envies, des volontés de captation. Mais au fond, c'est un phénomène tout à fait normal et naturel qu'on va retrouver ailleurs. Il y a un bassin de déviance, de délinquance qui est effectivement est lié à l'économie. Et il y a trop de liens aussi entre l'économique et le politique. Il faut que l'État distingue ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Voilà. Et à partir de là, ce qui n'est pas politique doit être traité comme le droit commun normal, et ce qui est politique doit être traité comme ce qui est politique. Mais les Corses ont un besoin ardent de justice. Je crois qu'avant toute chose, ils ont besoin de justice. D'ailleurs, le glaive de la justice est resté un petit peu le glaive qui surnage par rapport aux défaillances des différentes visions politiques de Paris, si vous voulez. Besoin de justice, mais pas forcément d'une justice spécifique et différente. Il faut traiter les gens comme les autres, leur faire confiance de la même façon. Il faut favoriser l'émergence d'une classe moyenne, parce que c'est peut-être ce qui manque le plus à la Corse. C'est une catégorie de population qui défend ses intérêts
et ses intérêts économiques. Et peut-être que ça serait une des sources du problème. Une bonne justice pour la Corse, ce serait quoi? D'utiliser des moyens de lutte spécifiques, mais sans déroger aux règles de droit commun? Il faut un costume sur mesure à la Corse. Faire en sorte que la justice n'a pas fait ce qu'elle a fait en Corse pendant des années, un effort surdimensionné sur les politiques et en laissant filer effectivement tout ce qui n'était pas politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez en Corse une prolifération du non-politique par rapport à ce qui était politique et pur, ce qui était politiquement pur. La chronique judiciaire corse, à mon sens, elle est purement crapuleuse et très peu politique. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'affaires politiques en Corse. Je crois que les mouvements nationalistes, à force de division, de lutte pour le pouvoir et pour l'argent, parce que l'argent est toujours le nerf de la guerre dans les organisations clandestines, ce nationalisme, il a été trop souvent dévoyé. Donc, je ne pense pas que ce soit le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est effectivement un problème de criminalité. Et je crois que les problèmes de criminalité doivent être abordés en considération des éléments spécifiques, mais comme partout ailleurs. Je ne crois pas qu'il faille les traiter différemment en Corse d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a l'impression que sur la Corse, on va aller plus loin qu'on ira ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? En essayant par exemple de développer quoi? Un arsenal pénal anti-mafia? Je pense que le mot mafia, si on renvoie à la véritable notion de mafia, n'existe pas en Corse actuellement. Quand c'est trop petit, on ne peut pas. Il y a trop peu il y a 6 millions d'habitants en Sicile, il y a que 300 000 habitants en Corse. La mafia, elle est napolitaine, elle est liée aux grandes villes, aux grands ensembles, à une Sicile surpeuplée où il y a des millions d'habitants. La Corse, c'est un désert humain. Il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de mafia en Corse. Le gouvernement et le ministre de l'Intérieur emploient souvent le mot mafia pour parler de la Corse. Il y a aussi le mot omerta. C'est une fable, l'omerta en Corse. La Corse, on y parle beaucoup, et peut-être plus encore qu'ailleurs. Quand il y a un attentat, un meurtre, un assassinat, les langues se délient, tout le monde parle, et tout le monde dit ce qu'il sait, ou ce qu'il croit savoir, ou ce qu'il pense devoir être. Mais au fond, ce que diront les gens ne suppléera jamais la recherche d'une preuve. En matière criminelle, on ne condamne les gens que sur les preuves et pas sur les dires. Mais on n'est pas là pour suppléer aux défaillances ou aux difficultés de la police en Corse. La difficulté de la police en Corse, les cadres de la police les connaissent. Un folklore, on est dans des clichés. Finalement, à vous entendre, on a l'impression que l'État n'a rien compris au problème corse. Il y a eu un gâchis sur la Corse. Gâchis, 30 ans. Moi, j'ai vécu 40 ans de problématiques. L'État a mis du temps, par des changements de cap sans arrêt, à prendre un petit peu en considération le problème corse. Tant entendu aussi qu'il faut que les Corses aussi s'auto-responsabilisent et s'auto-administrent intelligemment. Les plus dynamiques quittent la Corse. Et c'est probablement ça le vrai problème. Comment faire pour que les plus dynamiques restent en Corse et fassent vivre ce pays, lui donnent des structures sociales que n'importe quelle île de cette dimension devrait avoir. Ça, c'est une vraie question. À partir de ce moment-là, la question judiciaire devient subalterne ou périphérique. Et Dominique Coujard, Lucien Fely, merci pour ces éclairages sur cette question complexe. Et tout de suite, c'est la chronique de Ségolène Chaplon. La présomption d'innocence doit être respectée. Elle est mise en examen. Il est acquitté. Il est témoin assisté. Il est jugé irresponsable au bénéfice du doute. Donc je ne compte pas interjeter appel. Au cœur du code, le statut de repenti. Christiane Taubira veut en faire une nouvelle arme pour lutter contre la criminalité organisée. Le décret est en préparation. Ségolène, que prévoit justement ce texte? Ce statut pourrait donner au juge le pouvoir de négocier. Le but, délier les langues et briser l'omerta. Ces repentis, que l'on appellerait plutôt des collaborateurs de justice, sont des hommes ou des femmes qui sont prêts à se ranger, prêts à donner des informations capitales sur l'organisation criminelle à laquelle ils appartiennent, en échange de quoi ils espèrent obtenir soit que leur peine soit annulée, soit une remise de peine et bien sûr une protection qui pourrait passer par exemple par l'identité d'emprunt. L'avantage pour les juges, c'est d'obtenir autre chose que des témoignages sous X qui seuls ne peuvent pas suffire à obtenir une condamnation. Ce statut de repenti, il était déjà prévu dans la loi Perben II en 2004. Pourquoi n'a-t-il pas encore été mis en place? Parce que ça coûte
très cher. Il faudrait débloquer 60 millions d'euros. En Italie, où les juges ont souvent recours au statut de repenti pour démanteler les organisations mafieuses, ce système a coûté jusqu'à 80 millions d'euros. Car assurer la protection des repentis, c'est organiser leur fuite, prendre en charge leurs revenus, prendre en charge leur famille. Et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Certains juges italiens se sont d'ailleurs fait berner par de faux témoignages. En résumé, la France aimerait bien s'offrir cette arme pour lutter contre le grand banditisme, mais pas à n'importe quel prix. Elle est obligatoire depuis quelques mois et concerne désormais tous les types de divorce. Une convention d'honoraires passée entre l'avocat et son client, elle doit permettre de déterminer à l'avance le coût de la procédure. Paul Aboudaram, on peut dire que c'est une sorte de contrat passé entre le professionnel et celui qui le sollicite. Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez dit, en matière de divorce, cette convention est obligatoire. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une obligation déontologique des avocats de convenir au préalable avec leurs clients du montant des honoraires pour une procédure, quelle qu'elle soit, de divorce ou d'un autre contentieux ou même en matière de rédaction d'actes. Ça peut être très formaliste, mais ça peut être un engagement, un échange de courrier entre l'avocat et son client, au terme duquel nous déterminons les modalités de notre intervention, les modalités financières de cette intervention. L'un des intérêts, c'est de pouvoir fixer a priori le coût de la procédure qui va être engagée. Alors, fixer a priori, c'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Vous ne savez pas comment la procédure va se dérouler, si elle va être très contentieuse, s'il y aura des développements que l'on n'a pas prévus. Mais c'est vrai que cela permet une lisibilité et en tout cas, ça permet d'évaluer avec plusieurs fourchettes d'intervention ce que peut être l'honoraire final. Justement, comment ce calcul se réalise? Est-ce qu'on imagine qu'il est fonction de la complexité du dossier? Alors, il peut être un honoraire forfaitaire. L'avocat peut convenir avec son client d'un forfait. Ce forfait étant modulable, bien évidemment, selon la complexité de l'affaire. Il est clair qu'un divorce qui va être prononcé par consentement mutuel va vraisemblablement occuper moins de temps qu'un divorce très contentieux. Donc vous pouvez fixer un forfait avec votre client, mais qui sera majoré selon les étapes de la procédure. Ou alors, vous pouvez avoir une convention d'honoraires basée sur le taux horaire qui est donc convenu entre l'avocat et son client. Et puis, je pense que, et ça fait partie de l'éthique de l'avocat, on fixe aussi les honoraires en fonction du degré de fortune de son client. Et souvent, on est amené à aménager cet honoraire en fonction de la personne que l'on assiste. On parle des procédures de divorce, mais c'est une pratique qui est relativement courante de proposer cette convention d'honoraires quand on est avocat. Ça permet aux clients d'être en confiance avec leur avocat. C'est important de savoir, lorsque vous avez affaire à un professionnel, ce à quoi vous vous engagez. C'est légitime pour un client de pouvoir prévoir cette dépense, mais également, et c'est aussi important pour le client, ce que nous allons réaliser pour lui, c'est-à-dire vraiment quantifier notre prestation, savoir où commence notre prestation et où elle se termine. Paul Aboudaram, merci beaucoup pour ces explications et ces conseils pratiques. C'est la fin de ce numéro des Clés du Palais et tout de suite sur LCI, c'est le journal.